Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit au bon moment pendant le 20h sur François Corse via Stella, évidemment. Deux coups de cœur sur soir. Mon premier, America. Il s'agit d'un MOOC. Le terme MOOC signifie la contraction du livre et du magazine et cela se ressent parfaitement dans l'esprit de la revue America, imaginée par Éric Fotorino et François Buñuel. Reportages, enquêtes, entretiens et textes inédits des meilleures plumes contemporaines pour proposer un miroir littéraire des années 30. Et mon deuxième coup de cœur, il est très personnel. Il s'agit du premier livre de Lisa Bettine, tiré par les cheveux. Situation ubuesque, voire même burlesque de la part de la jeune auteure. Il s'agit de décrire pour elle son quotidien. C'est drôle, inventif, notamment dans sa narration. Il y a un côté pop acidulé dans son écriture, une sorte de folie douce, toute douce, héritière de Black Edwards et de son film La Partie. Lisa Bettine évite totalement le nombrilisme qui parfois est le quotidien des premiers ouvrages. Ce n'est pas le cas pour Tirer par les cheveux de Lisa Bettine qui est disponible sur Ulule. Nous aurons l'occasion d'en reparler pendant le 20h. Les titres. Le polar doit-il être affreux, sale et méchant? C'est le débat de 20h avec Marcel Petriccioli et Xavier Affre. J'ai pas à vous parler, un instant théâtral mis en scène par Paul Grenier et écrit par Jérôme Camille. Ils sont les invités de Pendant le 20h. Vous pouvez venir, Jérôme et Paul. Bienvenue On arrive. Sur le plateau de Pendant le 20h. Il y a un grand empereur qui disait souvent « hâtez-vous, hâtez-vous ». Auguste, paraît-il. Lentement. Bonjour. Bonjour. Mon cher Jérôme, Paul. C'est la deuxième fois, Paul, en peu de temps. Vous allez être habitué au plateau de Pendant le 20h. Le 27 avril à Ajaccio, une représentation théâtrale importante qui engage les auteurs, mais également les spectateurs qui seront présents, de la politique, du social, du réel, mais également de la poésie sur scène. Vous proposez, j'ai pas à vous parler, que vous mettez en scène, mon cher Paul, que vous avez écrit, Jérôme. Tout est parti d'un ouvrage, Paroles de précaire aux éditions Colonne. C'est commencé comme ça, oui. En fait, moi, j'ai poursuivi ce que je savais faire, c'est-à-dire du journalisme. Et pendant un an, j'ai fait une enquête sur les précaires, ce qu'on appelle les SDF, les traînes, la patte, quoi, les accidentés de la vie, quoi. Et pendant un an, j'ai fait ça, puis ça a abouti à un bouquin. Et ce bouquin, grâce à Paul m'a dit un jour, il paraît que je lui ai dit que quand je faisais la visite de ces gens-là, hein, je voyais une scène de théâtre tous les jours. Et il m'a dit, il faut écrire une pièce de théâtre. Et je dis, moi, j'ai jamais écrit de théâtre. Et Paul m'a obligé à le faire, sous la menace. Et j'ai écrit une pièce qui s'appelle « J'ai pas à vous parler », parce que c'était ça, c'est « J'ai pas à vous parler ». C'est ce qu'on vous disait quand vous alliez à la rencontre, hein, Ouais. de ces personnes qui malheureusement connaissent la rue au quotidien. J'ai pas à vous parler, c'est la parole de l'exclu qui sera au cœur de la narration théâtrale, de votre narration théâtrale. Oui, de nombreux personnages rencontrés par Jérôme et transformés aussi par la fiction, parce que c'est important aussi de prendre de la distance. Ouais. Prendre de la distance, cela permet aussi d'apporter un autre regard, peut-être moins embarqué, j'utilise un terme journalistique, hein, embarqué que peut le faire Jérôme quand il écrit le livre « Paroles de précaire » et ensuite quand il écrit « Je vais pas vous parler ». Ça permet de ça, de mettre plus de distance? Et d'être concerné. En fait, en travaillant avec les acteurs, les 6 acteurs, et Éric Patrice aussi, qui sur le plateau avec moi, a retravaillé le texte, parce que c'était important aussi pour nous que ce soit vraiment vivant dans le jeu. Et toute la bande, vraiment, on s'est senti concernés. Et en fait, de se dire que... Alors, un peu cliché de dire ça pourrait être moi, mais en fait, au-delà d'une pièce sur cette thématique de la précarité, c'est une pièce sur l'humain, tout simplement, en fait. Oui, l'humain au centre de l'écriture, de votre écriture, et c'est les personnes que vous avez rencontrées tout simplement. Oui, mais c'est pas quelque chose de dramatique, hein. Il y a de tout, c'est comme dans la vie, quoi. Simplement, c'est des gens, moi je dis que ce sont des accidents de la vie, parce que
on perd son boulot, sa compagne ou son compagnon s'en va, et après on se retrouve à la rue, on retrouve une communauté. La communauté, c'est les gens qui vivent dans la rue. Il faut savoir qu'au bout de 2 ans, on devient psychiatrique. Mais il n'y a pas que ça dans la pièce, il y a de tout, il y a même du rire, il y a de la musique. Il y a un moment étonnant avec Nano qui est... Arnaud Métivier. Ouais. Nano qui est un des personnages de la pièce. Il agit, il bouge, il chante, il donne de la vie aussi à la pièce. Alors, on a bien compris dans ce que vous venez de nous dire, alors la distance, le regard du metteur en scène de théâtre, le regard du théâtre, la parole journalistique qui se transforme en parole théâtrale également avec vous, Jérôme. Mais excusez-moi, c'est un texte, c'est une rencontre théâtrale. J'ai dit rencontre d'ailleurs dans la présentation, parce que j'aime bien cette idée-là, qui n'est pas anodine. On vit dans une période très difficile. Mondialisation oblige. Parfois, certains le disent, mondialisation exacerbée. Il y a cette parole de l'exclu. Il y a ce taux de précarité, ce seuil de précarité qui est très fort, notamment en Corse. C'est un acte qui engage, c'est un acte d'engagement. Je reviens, on l'évoque souvent avec vous. Politique, mais encore une fois au sens noble du terme, au sens vraiment les affaires de la cité. Ça vous intéresse, ça vous interpelle. C'est votre viatique presque, à tous les deux d'ailleurs. Complètement, oui. Et c'est vrai ce que vous dites, parce que dans la mesure où, d'abord, ça fait tache d'huile, il faut savoir que ça continue à se répandre, c'est l'individualisme aussi qui étouffe cette société. Et cette société n'en a quelquefois pas conscience. Nous, on voulait tirer un peu la sonnette d'alarme à notre façon, quoi. Sensibiliser les gens. Le bouquin, c'était pour sensibiliser, la pièce aussi. La question du destin, elle est également présente ? Chez certains personnages, oui. Dans notre travail, on est dans l'incarnation aussi des personnages, on est dans la métamorphose parfois à vue, c'est-à-dire le changement à vue d'un acteur qui se transforme, parce qu'on a voulu aussi rendre la chose palpable, en fait, c'est pour que le public aussi ressente ce que c'est que cette situation. Et je le disais tout à l'heure, la notion aussi de tous les thèmes qu'on peut aborder. Effectivement, on parle d'amour, on parle de relations, on parle de questionnement de la société. Et donc, c'est à la fois très concret, mais aussi avec des envolées. C'est important, grâce à la musique notamment. Comment vous avez travaillé tous les deux ? Parce que c'est une première pour oui, complètement, oui. Moi, je ne savais même pas que ça existait, quoi. J'avais quelques notions de théâtre, quoi. C'était de Shakespeare à Beckett, mais entre-temps, je ne savais pas quoi en faire, quoi. Et c'est Paul qui m'a complètement poussé à ça. Il m'a amené à écrire, il m'a amené à condenser. Parce que je faisais un peu long, quoi. Donc il fallait faire plus court. Et puis surtout la notion du dialogue. Mais ça, le dialogue, je l'avais fait un peu grâce au cinéma. Mais pour moi, c'est une révélation complète. Et on n'a pas fini parce qu'en fait, on est dans une nouvelle phase de ce projet. On a créé ce spectacle à l'Espace Diamant en décembre 2015, avec effectivement le soutien de la ville d'Ajaccio et du CSJC aussi. Et depuis peu, de la Croix-Rouge, parce qu'on a aussi, on est sur un projet de 3 mois. On va aussi jouer ce spectacle à Anima au mois de mai. On sera à Bastia aussi au mois de juin. Donc on est parti pour 3 mois d'une grande aventure. Et le projet, le texte d'ailleurs, continue d'évoluer parce que ça se passe entre les 6 comédiens et le musicien sur le plateau où on continue d'interroger ce qui est écrit, comment ça se joue, connecté aussi sur l'actualité parce que tous les jours on entend parler de choses on a dit mais alors on peut insuffler ça dans notre texte. C'est très intéressant. Alors là il y a une grande dimension journalistique aussi dans votre travail parce que ça veut dire que rien n'est figé, rien n'est arrêté, tout est en constante évolution, en mouvement même. Ouais, work in progress. C'est ça, work in progress. Alors en fait, non mais pour vous dire, encore une fois ce texte donc, depuis décembre 2015, en le relisant récemment, il y a des répliques qui nous paraissaient déjà démodées, pour vous dire. Il y a même un élément nouveau, Philippe. Il y a une dame politique qui essaye d'expliquer qu'elle est impuissante et que devant cette marée humaine, elle ne peut pas faire grand-chose. Oui, ça veut dire que vous avez rajouté un personnage. Un personnage qui fait écho à un personnage Un personnage. Évidemment. Non, mais lorsque l'on parle de l'exclusion, lorsque l'on parle de la précarité, j'imagine qu'il y a aussi une dimension... je sais que ce sont des sujets qui vous intéressent, notamment la question des réfugiés en Méditerranée. Tout ça, vous l'appréhendez tout de même lorsque vous écrivez. Alors, il a été écrit il y a quelque temps, même s'il est en constante évolution. C'est quelque chose que vous pouvez demain ajouter ou en tout cas insuffler dans votre texte. Ça y est, maintenant je me suis habitué à l'idée. Au début c'était difficile, mais maintenant je me suis habitué à l'idée, ce qui fait que s'il fallait rajouter un autre acte ou je sais pas quoi, je crois que j'y prendrai du temps parce que je suis très lent, mais j'y arriverai. Parce que le sujet me tient trop à cœur.
Comment est-il dans le travail? Parce qu'il est, il est exigeant, je le sais, Ouais, mais il a une qualité formidable, il est patient. vous m'avez subtilisé le mot. Oui, mais je devine. Les acteurs ont été très engagés, il faut le formidable. dire. Parce que C'est bien, pour jouer je là-dedans, suis il faut avoir quelque chose à défendre. Et donc l'équipe des comédiens a vraiment pris ce thème à cœur. En plus, ils ont aussi l'impression de parler de quelque chose à la fois de général, de sociétal, mais aussi par rapport à la Corse, effectivement. Et notamment grâce au travail du docteur Pernin, qui fait tout un travail de sensibilisation en, fait, en Corse sur la réalité, cette réalité-là en Corse. Mais les comédiens se sont vraiment emparés du sujet et on sent que sur le plateau, ce qui les révolte ou ce qui les met en joie, en fait, ils ont envie de partager. C'est intéressant d'un point de vue du metteur en scène que vous êtes, aussi de voir que les comédiens, au-delà du jeu, JEU, hein, au-delà du jeu, s'investissent pleinement, humainement, intellectuellement dans le travail. Et physiquement, du coup, le spectacle est vivant. Ben voilà. Parce que le spectacle de Paul, en général, il est toujours en mouvement, quoi. Le corps existe, quoi. Et eux existent complètement. Et ils se sentaient terriblement concernés. Et ça se voit dans ce qu'ils jouent. Ils ont investi les personnages mieux que je ne les avais écrits. Comment ça va se passer? On va le dire aussi aux téléspectateurs. Sur scène, comment cela se passe concrètement? Alors, même si il ne faut pas trop trahir, bon, ça a déjà été joué. Le parti pris, en fait, la première fois que j'ai lu la première ébauche de cette pièce chez Jérôme, tout de suite, j'imaginais effectivement des acteurs arriver et avec rien, en fait, mais tout dans l'incarnation, dans la façon de transformer le corps, et ça dit énormément de choses, plus que des grandes tirades. Donc c'est vraiment, il y a là 6 comédiens qui sont sur les côtés, et à tout moment, ils veulent sauter dans l'arène parce que c'est plus fort qu'eux, il faut qu'ils y aillent pour dire, pour raconter, pour se confronter. Enfin, c'est un peu sportif quand même. C'est un peu sportif. Ouais. Combien de temps en immersion au contact de ces personnes qui sont des exclus aussi de la société? 1 an. 1 an. 1 an dans les squats, 1 an à passer de grands moments avec les gens de la Croix-Rouge, 1 an à leur parler, 1 an à se faire rejeter, mais tout, se faire injurier, comme dans la vie, se faire injurier, se faire moquer. Bon, on m'a dit tendance, on m'a dit vous êtes flic, et j'ai dit oui, parce que c'était plus simple, comme ça on n'en parlait plus, quoi. 1 an au contact, et cette phrase qui est revenue souvent, j'ai pas à vous parler. Puis comme ça, avec le doigt, menaçant. La gestuelle, c'est ce que disait Paul, la gestuelle est essentielle. Ah ben lui, chez Paul, la gestuelle, il est tout le temps là. Ah oui, c'est seconde nature. C'est physique, c'est seconde nature. J'ai pas à vous parler, mise en scène, Paul Grenier, adaptation, plus qu'adaptation en fait, hein. Écriture au quotidien, régulièrement, de Paroles de précaire aux éditions Colonne. Je vais tout de même le dire, Paroles de précaire, il faut redécouvrir le livre Paroles de précaire, il est encore disponible chez tout bon libraire. Et il n'en reste encore des bons libraires, encore, c'est important de le signaler. Merci beaucoup à vous deux, ce fut court mais important d'évoquer ce moment théâtral le 27. Jeudi 27 à l'Espace Diamant, dans 21h. Quelques jours, hein, à l'Espace Diamant, à Ajaccio, à 21h. Nous aurons l'occasion, Paul, d'évoquer les autres moments de cette pièce un peu partout en Corse. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté mon invitation. Peu importe la dénomination, le roman noir ou le polar est un art littéraire majeur. Adaptation ou scénario original, le cinéma est également un espace idéal pour cette écriture particulière. Le polar doit-il être affreux, sale et méchant? C'est le débat de votre 20h avec Xavier Affre, notre cinéphile et historien, et Marcel Petrichol, notre critique littéraire. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Philippe. Marcel Petrichol sur ma gauche, Xavier Affre sur ma droite. Alors c'est aussi curieux que cela puisse paraître, c'est une première pour vous de débattre face à face. Nous débattons déjà. Mais là c'est vraiment en privé souvent. Couple, c'est ça. Oui, en privé souvent, très souvent. Le polar doit-il être sale, affreux et méchant? C'est le sujet de votre 20h. Avant toute chose, on va donner quelques chiffres. Marcel, un livre acheté sur 4 est un polar. Oui, un livre sur 4 est un polar. Un livre sur 5 publié en France est un polar. Ça fait 1200 titres par an. 80 collections de polars et 20 millions d'exemplaires tous les ans, polars. C'est aussi au cinéma je le disais, materia prima intéressante. Hein. Alors les polars, s'il fallait faire une liste des polars au cinéma, ça serait très difficile, de tous les genres en plus. C'est ça qui va être intéressant d'ailleurs ce soir d'évoquer ce débat. Des polars excessifs, c'est déjà arrivé, et même du côté de Tarantino, parce que la force du cinéma, c'est qu'on peut voir certains films comme des polars.
Alors, est-ce que c'est dans le sujet? Pas bien sûr, puisqu'après tout, c'était la lecture mais du on polar. peut dire la même C'est vrai chose que pour la les construction, romans. voilà. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup d'écrivains et beaucoup de cinéastes qui traitent des sujets parfois d'actualité ou des sujets façon sociaux polar. sous la forme du polar. Et ça, c'est très intéressant. Alors, justement, entrons pleinement dans notre sujet. Vous l'avez compris, quand je dis polar affreux, sale et méchant, c'est pour créer un véritable climat d'opposition, Une ambiance, de mettre une voilà. ambiance, un climat d'opposition entre vous deux. Vous faites référence au film de Torres Cole. Voilà, c'est exactement ça, pour vous faire plaisir. Voilà. Et oui. Torres Cole, évidemment. Film extraordinaire, d'ailleurs. Tout à fait, que nous recommandons aux téléspectateurs de France 3 Corse Vie Astel, évidemment. Est-ce que le polar a cette capacité, les auteurs de polar ont cette capacité avant tout, de pointer les mauvaises choses, entre guillemets, mauvaises choses, c'est une expression d'un auteur, James Ellroy, les mauvaises choses du quotidien, les choses les plus noires Oui, de notre quotidien. bien sûr. C'est ça le polar. C'est ça le polar. Ça commence comme ça le polar en tout cas, bien sûr. Et Ellroy, on est l'exemple type. Hein. Alors, on prend n'importe quel polar d'Ellroy, il va pointer du doigt là où ça fait mal, il touche là où ça fait mal. Dans la société, les polars sociétales, de toute façon, c'est ça le polar. C'est peut-être pour ça que le polar aussi a tant de succès, parce que ça nous parle de choses que l'on connaît, que l'on voit tous les jours aussi. Hein. C'est ça, moi je pense que c'est ça le polar. Alors affreux, sale et méchant, pas que. Pas que, on pourra y revenir, comme pour le cinéma. Hein, il n'y a pas que des polars affreux, sales et méchants, il n'y a pas que des films qui parlent de polars affreux, sales et méchants. Mais je pense, si vraiment le polar plaît beaucoup, c'est cette description qu'ils font de notre société. Mais il y a eu, en tout cas, un revival polar depuis les années 90-2000. Avant, c'était même parfois, j'ai lu ça en travaillant dans l'émission, notamment une enquête qui a été proposée par le magazine littéraire il y a quelques mois maintenant, un peu plus de 8-9 mois, sur le fait que ça n'avait pas pas bonne critique, bonne presse, au départ. Hein. Un peu roman, vous savez, roman de gare. Ça allait même jusqu'à... On coupait, par exemple, la Noire de Gallimard ou les fameux romans de gare, il fallait qu'ils aient un certain nombre de pages. Et quand un auteur étranger dépassait, on coupait carrément des morceaux. Et on tranchait. Peut-être c'est lié aussi, finalement, avec Marcel, on pourra avoir la discussion, à la différenciation qu'on peut faire, ou la différence qu'on peut faire entre ce qu'on appelle le polar. Alors peut-être, je ne sais pas s'il doit être crasseux ou pas, mais oui, moi je pense que c'est sympathique quand c'est crasseux quand même. Et ce qu'on appelle le roman policier de base, le classique. Alors, il y a une différence à faire, justement. Je vous pose la question. Allez, vous, le lecteur, le passionné, le cinéphile, l'historien. C'est sûr qu'on en parlait tout à l'heure, et donc on va le dire maintenant. Quand on tombe sur un livre, alors on parle d'Agatha Christie, par exemple, quand on lit Les Aventures d'Hercule Poirot, ou on tombe sur des romans qu'on lit avec un plaisir immense, mais qui sont vraiment, j'allais dire, classiques, où l'enquête compte beaucoup. Puis quand on tombe sur des polars, même moi je trouve, on en discutait tout à l'heure, mais sur Simenon par exemple, où il y a déjà cette atmosphère pesante, un peu crasse même chez Simenon. Très différente de ce que fait Agatha Christie, ou du polar, j'allais dire classique. Bon, je crois que c'est Borges qui disait le polar, c'est l'ordre, c'est l'hygiène, voilà, c'est le côté un peu là, c'est pour carré revenir à classique. Borges, à ce que tu disais tout à l'heure, Borges, et qu'il y a certains bouquins de Borges qui sont considérés comme des polars. Pourtant, s'il y a bien écrivain qu'on ne peut pas cataloguer d'auteur de polar, c'est Borges. Mais je trouve que le roman, alors c'est un avis personnel, mais le polar, le côté, quand on dit crasseux, il faut s'entendre, hein, ce ne sont pas non plus des romans dégueulasses. Mais le côté crasseux est intéressant parce que c'est peut-être là où on voit un petit peu ressurgir, c'est un peu comme une catharsis, qu'on voit ressurgir les travers des sociétés, les travers de l'homme d'une manière en général, plus que sur une enquête classique, j'allais dire. Je trouve que voilà, il y a plus de matière et plus de ressorts à utiliser dans ce côté-là. Alors j'ai hésité, pour être honnête avec vous, pour tout vous dire, j'ai hésité sur ma question. Le polar doit-il être affreux, sale et méchant, ou le polar doit-il être politique? Je parle du polar en littérature et au cinéma. Est-ce qu'il doit être politique avant tout, le polar? Mais il est politique, bien sûr. Il est souvent politique, le polar. Même si on remonte au Chandler, les premiers polars, Hamet et compagnie, il est politique, complètement, bien sûr. Et non seulement il l'est, mais il doit le rester. Le problème, c'est toute cette tendance de film policier qui revient, film policier français, d'Olivier Marchal, très réaliste, certes. Mais voilà, déjà en plus je trouve que c'est vu et revu, moi ça me paraît être un peu pompeux, c'est ce que je n'aime pas vraiment au cinéma, c'est lourd, c'est empesé. C'est pareil, ça se veut un peu affreux, sale et méchant, Marchal. Mais ça échappe au... Alors que justement, vous savez ma passion pour l'Asie, je vais citer un film, je crois, qui s'appelle Black Hole, un film chinois, un polar qui est froid, qui est glacé, qui est très sombre, qui en même temps est un portrait de la Chine. Terrifiant. Donc voilà, c'est politique et ça doit le rester. Alors je vais donner le top. Vous allez pouvoir d'ailleurs, Marcel,
donner d'autres exemples ou confirmer les chiffres que j'ai, enfin le top 20 des meilleures ventes, les auteurs de polar. Dan Brown, d'ailleurs, est-ce qu'il faut le mettre dans les auteurs de polar? À voir. C'est une question. Polar ésotérique. Voilà. Polar ésotérique. Dan Brown, Camilla Lackberg, Harlan Coben, Maxime Chatham ou Patricia Cornwell. Ces dernières années, ce sont les auteurs qui ont le plus vendu C'est de vrai. polar. Hein. Bizarrement, c'est pas les ceux que meilleurs. je préfère. C'est Nous pas les sommes meilleurs. d'accord. Mais c'est classique. Elle, c'était à la fois classique, parce que c'est classique. Ah oui, En oui, même on temps, est dans comme le ça se classique. passe souvent dans le milieu de la médecine Médecine légale. etc. Il y a un petit côté quand même poisseux quand même. Bon. Oui, mais pas trop. Pas trop poisseux. Alors, Marcel, je voudrais que vous évoquiez, pour comprendre bien l'articulation de notre questionnement du soir, le polar doit-il être affreux, sale et méchant, j'aimerais que vous évoquiez évidemment Manchette. Le pape du néo-polar, tout simplement. Et là, pour le coup, on est vraiment dans le polar français, crasseux, affreux, sale et méchant. Hein. Les personnages de Manchette, Même la ils sont couverture, ignobles. d'ailleurs. Hein. La Ils couverture, sont absolument Mark ignobles. Twain. Et c'est aussi un vrai polar sociétal, Manchette. Ça part de la France des années 50, des années 60. On est en plein dans ce qu'on disait tout à l'heure, polar politique et en même temps affreux, sale et méchant. On est en plein dedans. Au cinéma, l'inspecteur Harry, c'est du polar également politique. Alors, mais c'est politiquement incorrect. Voilà, incorrect, Parce que c'est ce qui a donné l'image de fasciste, et de Don Siegel, qui ne l'était pas véritablement, et de Clint Eastwood, qui ne l'est pas non plus, même s'il y a des petits dérapages. Disons qu'il est très conservateur. Voilà, il est conservateur, mais l'inspecteur Harry est une évidence. C'est un personnage, c'est le prototype soit du détective, soit du policier, qui se fout des institutions, qui est assez cynique sur son métier, sa pratique aussi, Ah oui, qui n'hésite pas à se servir de son arme allègrement. Mais il y a toute une série de films. Ceux-là sont réussis. Si on parlait des films, et comme ça je cite Dominique Ladotte, les films avec Charles Bronson. Justicier, Le oui. fameux justicier, c'est la même chose que l'inspecteur Harry, avec un côté, peut-être une morale un peu beaucoup plus douteuse. Mais encore une fois, ça en dit long sur l'état de l'Amérique. Toujours pareil, c'est une vraie radiographie de l'Amérique à ce moment-là. Marcel, il y a beaucoup d'auteurs corses sur le polar également. Enfin, en tout cas, il y a un collectif qui est très intéressant, très intéressant Corsica Polar. Bizarrement, le polar n'a pas trop intéressé les auteurs corses pendant des années. Ouais. On était un petit peu à la traîne. Et puis, il y a le collectif Corsica Polar, hein, dont le festival a lieu tous les ans. Hein, c'est Jean-Pierre Horst qui en est à l'initiative. Et de plus en plus, il y a des auteurs de polar. Bon, il y a Marie-Hélène Ferrard aussi, les éditions Clémentine. Il y a Olivier Collard qui a quand même fait une édition, les éditions du Coursine, qui ne parle que de polar aussi. Donc de plus en plus, les auteurs corses se mettent à écrire du polar. Elena Piazzantine avec son commissaire à Lille, bien sûr, le commissaire Léon, si je ne m'abuse. Et puis il y a Anouk Langenay aussi, qui a fait deux excellents polars. Très très bon polar, Voilà. Anouk Langenay, surtout le premier. Surtout le premier, même pas mort, qui même était pas très, mort, très, que très j'ai bon. beaucoup aimé. Donc il y a vraiment là une dimension polar en Corse qui est en train d'émerger depuis quelques années. Qui est très intéressante. Avant notre chrono, je dis au réalisateur, on gardera un petit peu de temps en plus. Côté États-Unis, il y a eu Chanatan, l'inspecteur, on a évoqué, Chanatan aussi très intéressant. Chanatan, à mon avis, c'est le modèle de ce que doit être le polar. C'est-à-dire, c'est à la fois poisseux, c'est une ambiance étonnante. Il y a des truands, des mafieux. Polanski qui joue un truand, qui défigure d'ailleurs Jack Nicholson sur le nez et te promène tout le temps avec son sparadrap blanc. C'est l'aspect de tension avec ce sparadrap qu'on voit tout le temps. Il y a du politique. C'est politique, il y a tout ça. Et c'est vraiment, on a du mal à voir la frontière entre le bien et le mal, on a du mal à s'identifier, y compris à Jack Nicholson. Voilà, c'est ça, moi, que je recherche, c'est ce manque d'identification, peut-être le bien, le mal, où c'est pas forcément bien ciblé. Voilà, Chanatan, c'est le modèle avec Seven, parce que là, Seven, c'est même dans la complaisance. Plus récent, hein, c'est 95. Mais après, c'est vrai que cette démarcation bien mal, si on prend même des auteurs comme Frank Bill ou Pollock, où là, vraiment, on est dans l'Amérique profonde, ce qu'ils appellent le trou du cul du monde, les mecs, ils sont affreux, sales et méchants, mais ils peuvent pas faire autrement. Ils ont que ça pour s'en sortir aussi. Donc on n'arrive pas non plus, franchement, à les détester. Et on va terminer sur ça avant les 40 secondes. Juste un mot sur le Cercle Rouge de Melville. Polar. Ben là, c'est différent. Là, c'est difficile parce que je ne peux pas parler de côté poisseux. C'est vraiment sec, c'est épuré. Bon, j'adore ça aussi. Hein. Et puis Melville, c'est la classe. Hein. Il y a beaucoup de gens qui essaient de le copier, mais malheureusement, c'est toujours pareil. Les copies sont pâles. Et donc, voilà, Melville, c'est l'excellence du polar. En plus, réussir à faire tourner Alain Delon sans quasiment le faire parler, c'est un exploit. C'est un exploit. Le samouraï, moi aussi. Voilà, donc c'est fabuleux. 40 secondes pour résumer votre pensée, donner vos arguments. Le polar doit-il être sale, affreux et méchant? Marcel, la parole est au libraire.
Ben non, il ne doit pas être affreux, ça les méchants. La preuve, c'est vraiment le genre préféré du grand public maintenant dans le polar. Il y a une foule de diversité. En polar, j'ai dit ésotérique, psychologique, le thriller, on trouve de tout, historique aussi. Puis surtout non, parce que je trouve que le polar, vraiment, il n'y a rien de mieux pour décrypter une ville, une société, un milieu, tout ça. Et surtout, ils le font, le polar, avec la fiction. Avec la fiction, on peut tout se permettre, on peut tout montrer du doigt, et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que pour le polar. Et il y a même maintenant des polars humoristiques, Sophie Enaf, pour ne pas la citer, en France. Xavier, 40 secondes, polar doit-il être affreux, sale et méchant? La tâche est difficile pour moi, j'aime tous les styles de polar, mais allez, soyons... Oui, il doit être effectivement affreux, sale et méchant, même surtout méchant, parce que je me dis que le polar, c'est un peu le roman des tripes. Donc il doit y avoir des méchants pas sympathiques, mais en même temps, on ne doit pas forcément les détester. C'est-à-dire qu'il y a ce sentiment des fois d'attachement, et à la fois aux gentils, aux méchants. Il n'y a pas de frontière entre le bien et le mal. Et puis, la violence. Quand c'est très violent, alors voilà, ça peut être même complaisant parfois, mais c'est pas grave, on ose. La sexualité, parce que aujourd'hui, les polars se vautrent évidemment dans la violence et la sexualité. C'est le cas de David Fincher et de Seven, on y revient. On est à la limite, mais ça passe parce que c'est lui, parce que c'est bien fait, c'est ultra maîtrisé. Enfin, c'est glauque quand même, faut l'avouer. Et ça vous plaît bien? Voilà, il y a un petit côté glauque sympathique. Merci beaucoup à vous deux, ce fut un plaisir de vous avoir à mes côtés pour ce débat, le premier débat en duel en tout cas, entre Xavier Affre et Marcel Petriciol. Il y en aura d'autres jusqu'à la fin de la saison. Merci à vous de nous avoir suivis, restez sur France 3 Corse-Vie Astel. Évidemment, je vous dis à demain, même lieu, même heure, ça se passe pendant le 20h et c'est uniquement pendant le 20h.